Bonjour à tous. On va vous présenter avec trois entreprises, donc Bouygues Construction, Egis et RATP, un petit retour d'expérience sur notre vision de la maturité de l'usage de la XR pour le domaine de l'AEC. On va préciser, si jamais ça ne parle pas à tout le monde, ce que c'est que l'AEC. Mais avant ça, on va commencer par se présenter. Donc je commence, Guillaume Montandon, j'ai deux casquettes au sein d'Egis. Je suis directeur digital pour la partie nucléaire et ma deuxième casquette, c'est que je pilote l'ARVR pour l'ensemble du groupe Egis. Bonjour à tous, Foulque de Grandry, donc je suis RATP Group et je suis donc à la DEI, Digital Innovation, et je suis responsable des activités BIM pour toute la partie courant faible télécom, et j'ai aussi cette casquette d'avoir repris tous les travaux et les sujets sur la XR. Et Pierre Martin, Bouygues Construction, je suis à la R&D Innovation, donc on est en centrale Bouygues Construction, et moi je m'occupe de la partie immersion, donc tout ce qui est technologie AR/VR. Donc l'idée c'était de pouvoir survoler rapidement, mais avec nos trois points de vue différents, avec trois acteurs différents, donc qui interviennent à des endroits différents dans un projet de construction, de notre point de vue sur l'utilisation des technologies. Donc l'AEC, c'est Architecture, Engineering and Construction. On trouve aussi AECO pour Opération. C'est des projets variés, on vous a mis quelques images, c'est des acteurs nombreux dans un projet, c'est des outils nombreux et des spécificités particulières qu'on va essayer justement de vous présenter. Et les enjeux de la discussion d'ici et de la discussion qu'on a plus généralement, et notamment dans le cercle des XRD, c'est trouver la bonne solution pour le bon cas d'usage. Aussi comment on se structure et comment on s'organise en interne pour pousser ces sujets, et ensuite comment on arrive à diffuser les bonnes pratiques, les bonnes solutions au sein de la filière. Alors on trouvait ça bon de commencer par dire que le monde de l'AEC c'est malgré tout un monde très complexe. On a beaucoup d'acteurs, on est tous les trois, on fait tous les trois parties d'entreprises très différentes, que ce soit maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, les entreprises de construction, mais après on peut aller sur la gestion d'actifs et l'exploitation maintenance. Et on trouvait ça bon de commencer par un sujet en fait qui nous lie tous, ce sont les contrats, que ce soit sur des marchés publics, privés, des contrats globaux. En fait, il y a toujours un contrat qui lie en fait toutes les entreprises entre elles par les obligations, une description, et c'est surtout après un sujet sur les pénalités, les assurances requises. Et c'est aussi bon de savoir qu'on peut diffuser tout un tas de nouvelles technologies par ces contrats, que ce soit nous en tant que donneurs d'ordre, potentiellement exprimer qu'on peut aller chercher des sujets de VR dans les marchés publics, avec des réponses à des appels d'offres ou autres. Et ça, tout au long du cycle de vie, que ce soit de la phase de prospection jusqu'à l'exploitation maintenance et après la rénovation et les démolitions. Et donc voilà, on a ce sujet des contrats qui nous lie tous, et après on va voir qu'on a un tas de cas d'usage qui nous permettent d'avoir un certain nombre de valeurs ajoutées grâce à la VR, et on va en dire 2-3 mots après. Donc quelques spécificités du domaine de l'AEC et d'un projet de construction. Déjà la diversité des acteurs, donc ça part des clients comme la RATP, et après tous les acteurs d'un projet, entreprise de construction générale, ingénierie, et puis après l'ensemble des sous-traitants, qui par la force des choses ont des niveaux de maturité différents dans leurs approches et dans l'utilisation des technologies. Aussi, on a une grande diversité des environnements de travail. C'est à la fois en extérieur, ça peut être en intérieur, dans des endroits confinés, dans des endroits... Voilà, il y a une énorme diversité. On vous a donné aussi un exemple, vous voyez des images d'un projet, on va y revenir. On a une grande diversité des outils, de par aussi la diversité des acteurs et des métiers et des corporations associées. Chacun va avoir ses logiciels 3D, donc il y a cette notion de comment on interopère tout ça. Une diversité des formats. Il y a quand même un standard, il y a des standards, c'est mené par la structure Building Smart International. Donc pour la construction, on a le standard de l'IFC pour l'aspect maquette et données de construction. Et on a le format BCF qui nous permet de faire des retours et de faire une boucle. Et on a une particularité aussi, c'est qu'on a des maquettes numériques. Donc la maquette numérique est seulement une partie du BIM. Le BIM, c'est tout un tas de données.
La maquette en est une partie. On a des maquettes de grande envergure, de grande échelle. On vous a donné ici un exemple. L'image du haut, c'est un projet qu'on a de métro de ligne 15. Ça couvre un ensemble de 4 villes différentes. Il y a du tunnel, il y a du bâtiment, il y a tout un tas d'ouvrages dedans. On a zoomé ensuite sur, par exemple, un bâtiment, c'est une partie immobilière sur la gare d'Aubervilliers. Et dessous, vous avez l'exemple de ce qui se passe dans le sol. C'est l'ensemble d'une maquette. Là, c'est une partie technique d'une maquette technique de gare. Donc, non seulement on est sur des ouvrages complexes, techniques, c'est une agrégation de plein de maquettes. Et avec grande échelle, ce qui pose des problèmes de navigation, de repérage, à la fois en VR et à la fois aussi en réalité augmentée. On sait qu'il y a un problème de dérive, mais quand on est sur des maquettes de plusieurs kilomètres ou de plusieurs centaines de mètres et qu'il faut pouvoir se déplacer, voilà, on a tous ces complexes-là qui font partie des spécificités de notre domaine et auxquels on doit trouver des réponses. Alors du coup, on se propose de vous partager un peu notre vision de l'état de l'art, des solutions qu'on a identifiées, qui sont relativement, on va dire, adaptées au monde de l'AEC, et donc qui prennent en compte les spécificités que Pierre a décrites juste avant. Donc côté VR, on a un certain nombre d'acteurs, Autodesk, Workshop XR, on a Skyrail, Resolve, Virex, Revisto, Fusor, Imagine VR et TechViz. Si on en a oublié, s'il y a des éditeurs dans la salle qui ne sont pas contents de ne pas apparaître, n'hésitez pas à venir nous voir, c'est que du coup vous n'avez pas identifié, on sera content de compléter notre vision. Et puis côté AR, il y a la partie Dalux, Revisto, Sidevision, Gamma AR, Nextbeam, Syslor, VSight et XYZ. Côté AR avec un peu deux catégories de solutions, une catégorie plutôt pour l'intérieur et une catégorie plutôt pour l'extérieur, notamment avec des technos qu'on va voir juste après. Avec des technos d'antennes, ce qu'on appelle des antennes GNSS, c'est l'image en bas à droite, qui sont des GPS plus précis de l'ordre de 3-4 cm. Et donc oui, ça c'est rien de très nouveau, c'est les matériels, les solutions hardware. Donc côté VR, évidemment on pense beaucoup aux casques de réalité virtuelle, mais on a d'autres solutions qui sont parfois plus anciennes et parfois un peu oubliées, comme les caves ou les Powerwall, et notamment aussi des solutions mobiles qui permettent de faire des Powerwall mobiles, comme ce qu'on appelle la valise VR. Et puis côté AR, pareil, on pense souvent beaucoup aux lunettes de réalité augmentée, mais tout simplement, plus simplement, il y a aussi évidemment la tablette. Et peut-être un petit constat dans les discussions qu'on a pu avoir, c'est que, en tout cas qu'on partage tous les trois, c'est que les solutions, toutes ces solutions hardware, sont plus ou moins adaptées par rapport à nos cas d'usage. Et notamment un cas d'usage qui nous regroupe un peu tous les trois, c'est la partie supervision chantier, où on croit un petit peu plus dans le déploiement de la tablette pour la réalité augmentée, pour un déploiement massif à un grand nombre d'utilisateurs, de par sa robustesse, sa facilité d'utilisation, de prise en main, son coût aussi par rapport à d'autres lunettes type HoloLens 2. Et du coup, voilà, on vous partage chacun notre tour, notre constat, notre vision. Donc, de mon côté, côté GIS, on a le constat, c'est quand on discute avec nos collègues ou avec nos clients, on ressent d'abord un premier réflexe, c'est d'abord un peu une perception que c'est des technos un peu gadgets. Et donc, il faut réussir à dépasser ça, et on y arrive en montrant des exemples concrets, en faisant des démos très concrètes et des démos très, très opérationnelles. Et là, souvent, on arrive à convaincre que ça peut avoir des vrais apports opérationnels. Donc ça, c'est un peu le constat global. Et puis, plus précisément, côté réalité virtuelle, le cas d'usage sur lequel on s'est beaucoup concentré, c'est la revue de conception collaborative, avec, de mon expérience, une maturité qui est assez disparate dans le monde de l'AEC. Dans le monde du nucléaire, qui est le domaine que je connais le mieux, une maturité quand même assez bonne, avec des gros acteurs que je peux citer comme Framatome, ITER, Orano, le CEA dans une certaine mesure, qui font de la réalité virtuelle depuis plus de 10 ans.
Peut-être pour préciser le CEA, parce qu'il y a plusieurs entités du CEA, donc il y a des technos très poussés au CEA, notamment au LIST, et puis sur les projets où, pareil, la difficulté à mettre en pratique ces solutions. Et puis, moi, je trouve que dans les autres industries du monde de l'AEC, en revanche, le côté réalité virtuelle, il y a une maturité qui est assez faible. Et des technos aussi qui sont assez peu adaptés au monde de l'AEC. Ça nous arrive souvent de discuter avec des éditeurs et que par exemple ils ne connaissent pas le format IFC ou le format BCF dont on vous a parlé avant et qui sont pour nous vraiment des prérequis essentiels. Et puis côté AR, cas d'usage qui nous intéresse le plus, sur lequel on s'est le plus concentré, c'est la supervision chantier. Où là on trouve qu'il y a plus de maturité que côté VR pour notre domaine, mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés à déployer largement. C'est souvent utilisé par des spécialistes et notre ambition et notre ambition, c'est de déployer ça pas seulement auprès de spécialistes. Donc ça demande un gros effort d'accompagnement, de conduite du changement et tout ça. Et on voit dans le monde de l'AEC qu'il y a des technos qui sont vraiment qui se sont spécialisés sur ce domaine-là. Donc bien compatible aussi avec toutes nos solutions 3D, nos environnements de données, etc. Côté Bouygues Construction, le constat c'est que les technologies XR, on va les utiliser notamment autour de la phase d'exécution, donc un peu moins sur la phase de conception, même s'il y a des usages, mais aujourd'hui la principale utilisation c'est autour de la phase d'exécution, donc à la fois en réalité augmentée, à la fois en réalité virtuelle. Pour la réalité augmentée, dans l'année précédente, on a eu, et notamment ça vient d'une demande de l'entreprise générale, mais c'est aussi, on aborde ici les questions de comment on se structure. On est une entreprise de construction générale et dans l'industrie de la construction, c'est un agrégat d'énormément d'entités qui ensuite se centralisent de plus en plus. Mais donc il y a énormément de gens qui font des choses super. Mais après, c'est comment on centralise, comment on organise et comment on arrive à avoir une stratégie plus centrale. Donc là, on a fait une phase de respiration pour essayer de regarder tout ce qui était fait dans le groupe en termes de réalité augmentée, quels étaient les besoins, quels étaient les usages, quelles étaient les solutions. On en a fait un document qui est justement à destination du groupe pour qu'on puisse monter en maturité. Et donc là, pour la réalité augmentée, c'est comment sur le chantier, comment on va superviser, comment on va faire des contrôles qualité. Ça passe du simple usage de on veut voir notre maquette sur le site pour que les équipes sur place aient un meilleur engagement et une meilleure compréhension des choses à faire. Et ça marche aussi pour réaliser des contrôles qualité et gagner en performance. Donc là maintenant on est en phase de redescente où on va pousser sur les chantiers encore plus. Et sur l'aspect réalité virtuelle, il y a des usages notamment depuis l'appel d'offres, un client qui demande un projet, donc on lui fait une visite virtuelle de sa maquette. Donc ça c'est des usages qui existent, mais on va aussi surtout, une des priorités numéro 1 qu'on a dans le domaine de la construction, c'est sur l'aspect santé-sécurité. L'objectif quand même numéro 1, c'est que nos chantiers se fassent de façon la plus sécure et qu'il n'y ait pas d'accident et pas de mort, ce qui n'est pas encore le cas tous les ans malheureusement. Donc il y a l'aspect santé-sécurité, et là de toute façon ça rejoint aussi l'ensemble des industries. L'aspect formation en VR est un moyen d'entrée dans l'ensemble de l'industrie, mais particulièrement dans l'industrie de la construction, autour de la santé-sécurité, et aussi sur l'aspect mode opératoire. Donc ça, c'est des sujets qu'on va continuer à pousser, mais c'est une façon d'aborder la VR dans la construction chez Bouygues. Et pourquoi aussi s'intéresser à ce sujet ? Il y a l'aspect construction chez nous en interne et pour être plus efficace. Et il y a aussi l'aspect demain, si les clients le mettent de plus en plus dans leur contrat, et c'est ce qu'on espère pour que la filière s'augmente, il faut qu'on soit prêt à répondre aux exigences qui seront mises dans les contrats. Donc c'est ce double jeu de à la fois efficacité en interne et demain répondre à un environnement qui sera de plus en plus demandeur. Pour le constat côté RATP, il y a un peu comme nous tous, il y avait un constat initial que la XR et un petit côté gadget. Nous, on a commencé à DEI à en faire à peu près en 2015. Donc on a plus de maturité côté VR que côté XR. Et c'est pour ça que je vais bien dissocier les deux. Sur la VR, nous, on a un grand enjeu sur tous les projets où il y a un enjeu de sécurité. C'est un peu ce qu'il y a sur l'image en bas à droite, où par exemple on utilise la VR pour simuler un tas de scénarios pour la gestion du flux voyageurs sur l'automatisation de la ligne 13. Parce qu'il y a un enjeu de sécurité lorsqu'on automatise la ligne, et quand on automatise une ligne côté RATP, on ne coupe pas les flux voyageurs.
Donc du coup, on va aussi coupler ça avec de l'aide à la décision à la direction de projet pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions, parce qu'il y a forcément un impact financier derrière. Et donc le but, c'est de simuler un max de scénarios pour qu'ils puissent avoir cette meilleure décision et qu'on arrive à simuler au plus proche de la réalité pour les aider à ça. Et après, il y a le dernier point, c'est le développement des modules de formation. On a quand même un enjeu, c'est de déployer toutes ces technologies-là à l'échelle d'un grand groupe. Et pour ça, on a fait un certain nombre d'ateliers. On nous a remonté que l'aspect formation, essayer de pratiquer, que ce soit avec un casque, tablette ou autre, il y avait un petit côté meilleure appréhension, un petit côté avec tout ce qui est retour haptique ou autre, à faciliter la rétention d'informations et à une meilleure mémorisation. Donc on s'est dit que pourquoi pas développer des modules de formation plutôt à l'idée transverse au groupe et principalement côté électrique qui est mon domaine, pouvait permettre de familiariser tout le monde à ces différentes technos. Et après côté AR, nous c'est là où on débute encore un peu, donc on en est à l'identification des cas d'usage, donc sur le suivi de déploiement de tous nos systèmes, vu que tous les systèmes courant faible télécom en fait composent la totalité de nos gares. Donc on est sur un travail de recensement, on fait un bench des solutions existantes pour après aller vers cette nécessité de faire des POC et des projets pilotes pour démontrer cette fameuse valeur ajoutée qu'on essaye de vous montrer par ces cas d'usage-là. Et on arrive à la conclusion. Donc on a trois messages qu'on voulait vous partager. Un premier qui s'adresse aux éditeurs, qu'on encourage du coup à adapter leurs solutions au monde de l'AEC et à prendre en compte toutes les spécificités qu'on vous a décrites auparavant. On a vraiment envie d'avoir plus d'acteurs qui prennent en compte nos spécificités, et encore une fois où on trouve qu'il y a peut-être pas encore beaucoup de maturité globalement dans le monde de l'AEC. Donc c'est en commun, je pense, avec les éditeurs et des acteurs peut-être comme nous, où on pourra faire avancer tout ça. Le deuxième message, c'est de bien partir du cas d'usage, et on sait que pour que ça se transforme sur le terrain, il faut qu'on embarque immédiatement les équipes sur le terrain, parce que c'est elles qui utilisent. Donc c'est bien définir le besoin, le cas d'usage avec eux, et de ne pas être plutôt on veut absolument pousser une techno et on va voir que ça rentre dans votre besoin, mais c'est plutôt justement partir du besoin. Pour choisir une techno, c'est aussi volontairement, on a mis l'ensemble des solutions parce qu'on n'est pas là pour pousser une plus qu'une autre. Chacune va pouvoir s'insérer à un moment donné dans le process. Et c'est justement aussi le but de ces échanges, de pouvoir savoir à quel moment utiliser quelle solution. Donc voilà, et parce que ce retour sur investissement qu'on nous demande et qui est parfois peut être compliqué à aller trouver, il se trouve dès le départ, dès le cas d'usage bien défini avec les équipes qui sont moteurs et la bonne solution à mettre en place. Et puis nous, côté RATP, on a vu qu'on essaye d'identifier toutes les idées, les innovations liées à la XR. Et en plus de ça, on s'est rendu compte qu'en préparant cette conférence, on avait quand même pas mal dérivé sur pas mal de sujets qui étaient plutôt intéressants et en fonction de nos entreprises. Donc c'est peut-être ça aussi le mot de la fin, essayer de créer une communauté du monde de l'AEC sur tous les sujets XR. Donc pourquoi pas nous rejoindre pour discuter de tout ça et échanger sur tous ces sujets, capitaliser sur toutes nos démarches. Voilà. Oui, bonjour, merci pour votre intervention qui est intéressante. Alors, je suis Jean-Rémy Chardonnay des Arts et Métiers, donc académique plutôt. Et alors, moi, je me souviens, il y a pas mal d'années, on a travaillé avec Bouygues Construction. C'était à l'époque, il y avait Trino Beltran encore à l'époque. Et je vois qu'il y a encore des choses qui me rappellent ce qu'on avait fait il y a 10 ans avec Bouygues, il y a très longtemps. Et du coup, je voulais savoir actuellement, c'est quoi vos verrous, même à vous trois, pas forcément que Bouygues, mais à vous trois. Quels sont les verrous qui vous restent encore à lever? Et est-ce que vous pensez justement qu'il n'y aurait pas un intérêt à travailler aussi avec des académiques qui, eux, ont aussi la connaissance scientifique de ce qui se fait, qui sont peut-être un petit peu en avance parfois sur leur temps, entre guillemets. Mais voilà, quelles sont un petit peu les questions que vous vous posez encore actuellement? C'est une excellente remarque. Moi, je suis arrivé chez Bouygues Construction il y a 2 ans. Et mon travail, c'était justement de faire ce premier travail de centralisation. Qu'est-ce qui avait été fait? Et effectivement, il y a des choses qui ont été faites il y a plein d'années. Mais la question, c'est pourquoi elles n'ont pas été continuées. Je pense que le principal verrou aujourd'hui, c'est aussi un verrou d'organisation. C'est comment on est structuré pour conduire ces sujets.
Les sujets ils sont portés par plein d'équipes qui ont envie de faire les choses, qui sont moteurs. Il y a des gens qui sont convaincus mais qui le font. Mais comment on fait en sorte de s'appuyer sur ce qui est fait pour en faire une stratégie globale et qu'ensuite la stratégie continue même si les gens s'en vont. Et aujourd'hui, principalement, les gens portent, ils s'en vont et la stratégie tombe parce qu'elle n'est pas forcément portée et organisée. Donc moi, je pense qu'il y a ce verrou-là. Et effectivement, après, c'est aussi la capacité en interne sur quelle équipe et sur quelle personne on est capable de s'appuyer. Aujourd'hui, on n'a clairement pas les ressources nécessaires pour tout faire. Donc, il faut s'appuyer sur et les partenaires scientifiques et les partenaires aussi technologiques. Donc, il y a cet écosystème clairement à trouver et après trouver dans quelle forme avancer. Mais pour moi, le premier verrou, c'est comment on est organisé pour avancer. Et c'est moi à ça que je m'attache et c'est aussi lié à l'industrie de la construction. Je disais, c'est extrêmement décentralisé. Donc c'est comment on arrive à mettre de la centralisation et une stratégie un peu générale et après comment on la décline dans l'entreprise. Donc. Ouais, je partage beaucoup ton premier point là, sur l'aspect organisationnel. Peut-être un petit témoignage côté Aegis. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait vraiment une grosse avancée dans ces 3 dernières années. Parce qu'on avait une initiative au niveau groupe, parmi le plan de transformation digitale du groupe, qui est mené depuis 3 ans. Bon, hein, il y en avait avant, mais le dernier, on va dire, où on avait 14 initiatives digitales, et une de ces 14, c'était démocratisation de l'AR et VR. Et je pense qu'on peut dire qu'on a vraiment progressé. Et aujourd'hui, on a un grand nombre d'entités dans le groupe, un grand nombre de projets qui utilisent ces technos. Voilà. Donc je rejoins complètement l'aspect organisationnel. Ouais. Moi, je rajouterais l'aspect communication. On est quand même issu de grands groupes. Il y a quand même énormément d'initiatives, je pense, très locales et potentiellement pas assez partagées. Ce qui aussi freine le développement d'autres initiatives. Donc, accentuer la communication sur ça permettrait aussi d'accélérer cette démarche. Et après, là, c'est purement mon côté RATP, on a un énorme aspect terrain. Je pense qu'on partage aussi. Instaurer tout ça sur le terrain, ça a quand même quelques difficultés chez nous parce qu'on doit faire avec l'aspect très traditionnel du métier, mais sans le perdre avec l'aspect technologique qu'on souhaite implanter. Donc en fait, nous, notre but, c'est pas de changer tout un métier, c'est juste de s'intégrer dans des process déjà existants. Et donc il faut trouver les bons projets, les bonnes personnes pour le porter. Et forcément, il y a un gros sujet là-dessus qui freine aussi un peu tout ça. Bonjour. Si je ne me trompe pas, je crois que les maquettes BIM sont obligatoires en Angleterre depuis des années. Est-ce que vous avez une vision là-dessus sur la standardisation ou des usages qui seraient petit à petit un petit peu entrés en vigueur là-bas ? Pas beaucoup. Oui, c'est un très très grand sujet, en effet. Il y a en Angleterre, en effet, hein, il y a aussi d'autres pays qui se mettent à imposer. Je dirais que c'est une opportunité, si je reviens un petit peu sur le sujet de la XR, parce que du coup, ça nous permet d'avoir des maquettes 3D, ce qui est un des prérequis, même si on peut trouver d'autres solutions. Je pense au nuage de points ou à d'autres technos encore. Donc ça nous offre une opportunité. Et puis sur tout ce qui est standard, oui, on a parlé tout à l'heure, il y a des instances comme Building Smart International ou des projets comme Mind qui travaillent sur la démocratisation de standards. Et moi, je dirais qu'il y a quand même des gros progrès qui ont été faits ces dernières années. Et avec les éditeurs aussi. Donc là, je pense peut-être plus aux éditeurs de conception 3D qui... au début, n'étaient pas tous très partants pour aller sur le monde de l'IFC, par exemple, sur le standard IFC, et qui ont quand même été un petit peu obligés d'y aller. Et donc, ces standards de format nous aident beaucoup dans tout ce qui est interopérabilité, et notamment, du coup, pouvoir charger ça dans des outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Voilà. Après, on pourra en reparler, si vous voulez, ensuite, pour aller plus loin. Je sais pas si vous... Après, il y a l'aspect aussi, on est pour que les choses, et pour que la filière avance, il faut qu'il y ait des choses dans les contrats. Et il faut que dans les contrats,
ce soit des choses qui soient effectivement aussi réellement réalisables et que ce soit pas des exigences hors sol. Il faut que ce soit les bonnes pratiques, les bonnes exigences pour qu'on puisse avancer. Je prends le cas par exemple, je sais que à Hong Kong, il y a un environnement très demandeur sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans les contrats, il y a les obligations d'utiliser la réalité virtuelle pour la formation. Donc les projets sont obligés de présenter des solutions. Donc ça tire forcément la filière. Et ça, c'est réalisable. Maintenant, voilà, il faut absolument que les exigences permettent de tirer vers le haut, mais en tirant vraiment les gens et pas en les plaçant devant des choses impossibles. Parce qu'en plus, il y a les petits projets, il y a les grands projets. Tout ça demande des coûts d'investissement. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas des maquettes, il n'y a pas des modélisations forcément de tout sur l'ensemble des projets. Donc parce que c'est un coût d'investissement et des fois c'est mettre une usine à gaz pour faire des choses qu'on arrive à faire plus traditionnellement. Donc c'est comment on arrive vraiment à standardiser, à emmener tout le monde, et puis il faut que ça parte du client, de l'entreprise, et que ça arrive aussi aux sous-traitants, parce que après si on a des exigences de maquette et d'utilisation et que les constructeurs généraux le font, mais qu'ensuite le sous-traitant à la fin il se retrouve avec son plan, etc. C'est comment on arrive à descendre jusqu'au bout de la chaîne pour faire descendre les bonnes pratiques. Donc il y a des gros enjeux. Mais effectivement, ça passe quand même par les contrats, et plus les contrats vont être exigeants et demandeurs, et plus ça va tirer la filière. Mais il faut que ce soit réalisable. Très bien. Juste j'en ai pour deux secondes, juste pour finir sur les contrats. C'est à la fois une opportunité, mais c'est aussi un frein. Parce que quand c'est pas dans le contrat, quand c'est pas demandé dans le contrat, on a parfois du mal à proposer ces prestations en plus. Voilà, c'était mon dernier mot.